Bonjour tout le monde. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Disrupted, le podcast sur les perturbateurs endocriniens et leurs effets. Aujourd'hui, nous allons discuter des perturbateurs endocriniens et leurs effets sur les abeilles. Et moi, je suis Oumeima El Hachimi et je suis accompagnée de mes co-animateurs aujourd'hui, Marie-Caroline Daguste et Zabado Jean-François. Et nous sommes membres du comité étudiant du SIAP, le réseau qui regroupe des chercheurs clés au Canada et ailleurs dans le monde afin d'assister les gouvernements, l'industrie, les OBNL et de la population à identifier et pour quantifier et gérer les perturbateurs endocriniens. Donc, on commence tout de suite et je vous laisse avec mes co-animateurs Jean-François et Marie-Caroline. Merci. L'eau avec vous sur cette moindre, à savoir tous les nuages de désastre, les abeilles victimes des perturbateurs endocriniens. Je m'en vais sans doute dérouler le fil conducteur de notre présentation qui nous permettra de mieux nous imprégner sur la dangerosité des effets de ces pesticides sur le monde des arthropodes, attendus par arthropodes les abeilles. Ainsi, tout au long de cet entretien, nous allons en premier lieu parler des pesticides de façon générale, définir bien sûr le mot pesticide, évoquer la composition, la classification, la proportion, les cibles et les familles des pesticides, insister sur les bonnes pratiques agricoles, en abrévié BPA, faire cas de l'utilisation des pesticides par les maraîchers, c'est-à-dire les fréquences, les dosages et les savoirs nécessaires pour l'utilisation. Mettre en relief la fréquence d'utilisation des pesticides de par le monde, sans omettre les dosages et mesures sécuritaires qu'il faut prendre pour une bonne protection, faire un état de la connaissance des risques liés à l'utilisation des pesticides, parler de gestion des déchets, c'est-à-dire les emballages et bouteilles issus de l'utilisation des pesticides, étaler les dangers de l'utilisation des pesticides en agriculture et dans la culture maraîchère, entamer le monde des arthropodes, parler de la physiologie des arthropodes, évoquer le rôle ou l'utilité des arthropodes, parler de la disparition à travers le déclin ou l'extinction des arthropodes et leurs conséquences, faire cas du volet de protection des arthropodes et bien sûr, nous terminerons par une conclusion. Voilà en quelque sorte le plat de résistance de notre entretien. J'espère que mes copanélistes sont prêts ainsi que les internautes pour une vision sur l'un des effets des perturbateurs endocriniens. En guise d'introduction, le mot pesticide est utilisé dans divers domaines, selon le pays et en fonction des besoins. Mais tout au long de cette présentation, nous allons tous nous appesantir sur l'utilisation des pesticides au niveau de l'agriculture et dans la culture maraîchère. Généralement, les pesticides sont utilisés en agriculture pour lutter contre les insectes, les herbes, les champignons, les acariens. Ils sont actuellement utilisés dans de nombreux domaines comme l'hygiène vétérinaire pour l'élimination des puces chez les chiens et chez les chats, la protection des denrées alimentaires, les usages domestiques, à savoir le jardinage, les produits ménagers, l'entretien des espaces publics, c'est-à-dire les espaces verts, les routes, les voies ferrées. Ces produits phytosanitaires sont également employés dans le domaine de la santé publique pour lutter contre les vecteurs de maladies humaines.
à savoir le paludisme, la fièvre jaune, la dengue. En raison de ces utilisations qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement de façon générale, et les abeilles en particulier, d'où le choix de la thématique sous les grillages de désastre, les abeilles victimes des perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas à ce niveau si les co-panélistes ont quelque chose à ajouter. Oui, ben moi, tu as parlé, rapidement des espaces verts, puis ça m'a un peu, je pense que j'avais jamais réalisé à quel point tous les espaces verts, par exemple d'une zone urbaine, peuvent être une source de pesticides. Puis je me demandais si, vous pensez que si les municipalités investissaient plutôt dans des espèces qui poussent naturellement parce qu'on, on parle souvent depuis quelque temps, on parle beaucoup du fait que l'herbe, là, le gazon, c'est quelque chose de créé juste pour faire beau, mais en temps normal, ça pousse pas nécessairement partout dans le monde. Donc je me demandais si ce que vous pensez que tous ces pesticides-là, valent la peine plutôt que de choisir les espèces qu'on fait pousser de manière à ce qu'on n'ait pas besoin d'ajouter des produits pour que ça pousse et que ça soit beau. Réflexion comme ça, plus que question scientifique, là. Et c'est bien reçu, vous avez parfaitement raison. Et de plus en plus de nos jours, avec cette prise de conscience sur les effets des pesticides sur la santé, je pense que partout dans le monde, les efforts sont en train d'être réalisés afin de passer à l'utilisation des pesticides naturels. Parce que nous avons, par exemple, en Afrique, une plante du nom scientifique Azadirachia indica, dont l'huile et la poudre sont généralement utilisées de plus en plus par certains agriculteurs et certains maraîchers au détriment des pesticides de synthèse. Maintenant, je ne sais pas si chez vous, à votre niveau, c'est le cas. Sinon, en Afrique, en tout cas, les biopesticides sont en train d'être utilisés pour essayer de minimiser les risques plutôt les effets des pesticides sur la santé. OK. Nous allons entamer le premier point de notre présentation qui est la définition du mot pesticide. Les pesticides ou produits phytosanitaires ou produits phytopharmaceutiques sont des substances utilisées en agriculture et la culture maraîchère pour lutter contre des organismes nuisibles. Qu'ils soient d'origine biologique ou chimique, les pesticides regroupent trois principales familles de produits: les insecticides, les fongicides et les herbicides. Je ne sais pas s'il y a certains qui ont d'autres notions à ajouter. Quelles peuvent être la composition, la classification, la proportion, la cible et les différentes familles des pesticides? Comme composition, un pesticide est un mélange de matières actives, inertes, des diluants, des conservateurs, des adjuvants. Au niveau de la classification sur le plan mondial, nous avons les herbicides qui ont une proportion de 45,2% et qui ont pour cible les herbes. Ensuite, les insecticides qui ont une proportion mondiale de 26,1% et qui ont pour cible les insectes. Et enfin, les fongicides qui ont une proportion de 25,9% et qui ont pour cible les champignons. Également, comme famille des pesticides, nous avons les organochlorés, les organophosphorés, les carbamates, les pyrethroïdes de synthèse et les néonicotinoïdes. J'insiste un peu sur ces données car ces données datent d'un rapport d'activité
de 2011 et de 2012. Il se peut que parmi les internautes, certaines personnes aient de nouvelles données. Donc, j'attire un peu l'attention que nos données datent de 2011-2012. Nous passons au prochain point. Il s'agit de bonnes pratiques agricoles, en abréviation BPA. L'utilisation des pesticides non homologués ou homologués, l'approvisionnement des pesticides, le délai de sécurité, le mode de gestion des emballages, l'utilisation des pesticides par les maraîchers et agriculteurs, leur fréquence, le dosage, les savoirs et les mesures sécuritaires. L'expérience de la pratique du maraîchage concourt aux bonnes pratiques agricoles. De ce fait, le non-respect des bonnes pratiques agricoles et la technique de lutte en elle-même ont pour corollaire le dépassement des limites maximales des résidus, en abréviation LMR, admissibles, ce qui présente à son tour des conséquences désastreuses sur l'environnement physique et social. Je ne sais pas à ce niveau si les copanélistes ont quelque chose à ajouter. Moi, je veux bien réfléchir sur le fait que j'ai l'impression que, au fond, il y a les bonnes pratiques, c'est un peu comme des règles à suivre. Puis, je pense que c'est pas nécessairement facile à suivre pour certains agriculteurs qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens que certains gros agriculteurs. Puis, je sais pas si peut-être que c'était déjà dans le planning du podcast, là, mais euh, est-ce que lorsqu'on respecte pas justement ces bonnes pratiques, bon, c'est désastreux pour l'environnement, mais est-ce qu'il y a aussi des conséquences plus législatives? Est-ce qu'il y a des amendes qui sont données lorsqu'on respecte pas ces bonnes pratiques-là? Et est-ce que ça fait pas un peu que c'est perdant-perdant pour certains agriculteurs plus petits qui sont pas capables de suivre les bonnes pratiques ou d'avoir les certifications qui respectent les bonnes pratiques et qui en plus doivent payer des amendes? Oui, bon, effectivement, et actuellement, il y a, comme je le disais au début, pour minimiser les effets des pesticides, il faut tout d'abord que les pesticides soient homologués. Parce que s'il n'est pas homologué, c'est-à-dire reconnu par certaines entités étatiques, et il va de soi que ce pesticide ne respecte pas les normes internationales en matière d'utilisation. Donc, à notre niveau en Afrique, il y a une réglementation, mais tout compte fait, nous avons toujours des agriculteurs ou des maraîchers qui arrivent à passer à travers les mailles du filet sans procurer, bon les semble, à leur façon, à travers les circuits, certains pesticides bon, qui ne sont pas réglementés. Et en plus de ça aussi, comme vous l'avez si bien souligné, et la mauvaise utilisation en amont comme en aval peut vraiment entraîner des conséquences désastreuses à tous les niveaux. Après cette notion de bonne pratique agricole, nous abordons l'utilisation à proprement dit des pesticides. L'utilisation des pesticides par les maraîchers, à savoir la fréquence, le dosage et les connaissances nécessaires pour utiliser ces pesticides dans les conditions de l'art. Les pesticides majoritairement utilisés par les maraîchers et les agriculteurs dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest sont chimiques. Maintenant, je ne sais pas à votre niveau si c'est la même chose, si c'est plus aussi l'utilisation des pesticides chimiques ou l'utilisation des pesticides biologiques. Parce qu'on a remarqué qu'il y a de cela quelques temps, il y a des gorges chaudes autour d'une molécule de glyphosate
qui n'est plus un secret de polichinelle, qui de plus en plus entraîne vraiment des débats autour de son utilisation à travers plus leurs effets cancérigènes. Je ne sais pas si les copanélistes ont certaines notions à ajouter. De mon côté, donc j'ai fait un peu plus, j'ai fait des recherches sur les pesticides qu'on utilise plus au Canada. Puis d'une manière générale, j'ai envie de dire tout ce qui ressortait plus, c'était des pesticides qui étaient chimiques également. Euh, donc pour ce qui est du Canada, c'est pas mal ce que j'ai trouvé, malheureusement. Il n'y a pas de souci. Merci bien. Donc, nous passons maintenant à la fréquence d'utilisation. L'usage des pesticides se détermine également en fonction de la fréquence de son utilisation par les maraîchers et les agriculteurs. Certains maraîchers et agriculteurs utilisent une fois par semaine les pesticides. Par contre, d'autres l'utilisent une fois tous les 15 jours. Contrairement à ces deux cas, les maraîchers et agriculteurs utilisent respectivement les pesticides 2 fois par semaine, une fois par campagne et 2 fois tous les 15 jours. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres expériences à ajouter. Donc, après cette notion de la fréquence d'utilisation des pesticides, nous parlerons du dosage et des mesures de sécurité. Pour ce qui est du dosage, la quantification des pesticides et les doses utilisées renseignent sur l'usage qui en est fait. Certaines enquêtes ont montré que des maraîchers mesurent les produits à l'aide des capuchons ou de couvercles et d'autres avec des verres de thé, sans oublier des flacons et les balances. Il faut noter qu'ils utilisent aussi d'autres objets de mesure, tels que les récipients habituellement utilisés sur les marchés pour mesurer les liquides et les produits céréaliers, c'est-à-dire la bouteille de 1 litre. Pour ce qui est des mesures sécuritaires, à ce niveau, c'est plus les équipements de protection individuelle, à savoir les bottes, les gants, les lunettes, recouvrir la tête, tout un ensemble d'équipements qu'il faut porter avant toute utilisation des pesticides. Donc, après avoir abordé le dosage et mesures sécuritaires, nous abordons à l'instant l'état de la connaissance des risques liés à l'utilisation des pesticides. L'état de connaissance sur les risques liés à l'utilisation des pesticides renvoie aux préoccupations telles que le choix des produits, leur dosage et leurs consignes d'utilisation. La maîtrise de ces savoirs provient essentiellement de la pratique et de l'expérience pour la moitié des maraîchers et agriculteurs. Ensuite viennent respectivement les indications inscrites dans les notices d'utilisation. Je dis bien dans les notices d'utilisation. Leur formation et enfin les conseils du vendeur du produit. Il est assez difficile d'estimer la consommation moyenne de pesticides sur des périodicités de temps, c'est-à-dire la quantité utilisée par semaine, par mois, etc. En effet, cette consommation varie en fonction de plusieurs paramètres. C'est-à-dire, nous avons la nature du sol, le type de culture, le type de pesticides et parfois la saisonnalité. L'étiquetage est très important pour se renseigner sur les produits chimiques, leur utilisation et les précautions à prendre. Malheureusement, les emballages des produits sur les marchés ne sont pas souvent d'origine, ce qui accroît de plus en plus les risques liés à leur utilisation. Je ne sais pas si les copanélistes ont d'autres notions à reporter.
Moi, j'ai déjà entendu parler de certaines, poursuites que certains maraîchers avaient fait contre, contre des entreprises parce qu'ils utilisaient les produits, ils tombaient malades, puis après ça, c'était de réussir à prouver que c'était à cause des produits. Je sais pas si, dans votre recherche de littérature, peut-être qu'on s'éloigne un peu du cœur du sujet, mais est-ce que vous avez, relevé des cas comme ceux-là? Ça fait quand même un certain nombre d'années là, donc j'ai pas les détails de ce qui s'était passé, mais il me semble que c'était en Amérique latine, c'est arrivé. Et à travers la revue de la littérature, le premier symptôme qui vient en tête, après avoir utilisé les pesticides dans les champs, sont leurs effets sur le système nerveux central. Ensuite, le deuxième symptôme est plus lié à la peau, c'est-à-dire les effets dermatologiques. Et le troisième symptôme qu'on rencontre plus sont des symptômes qui ont un lien avec les yeux, c'est-à-dire sur le plan oculaire. Maintenant, les autres symptômes-là, je ne me rappelle pas plus, mais les trois premiers, en tout cas, c'est plus leur effet neurologique, c'est-à-dire au niveau du cerveau. Ensuite, leur effet sur la peau, au plan dermatologique, et maintenant leur effet au niveau oculaire. C'est ce qu'on rencontre régulièrement chez les agriculteurs et chez les maraîchers. Et est-ce que ça va est-ce qu'il y a un risque aussi pour ceux qui habitent autour des terres agricoles? Est-ce ou tu sais, je me dis, est-ce que ça se retrouve suffisamment dans l'air pour, se rendre jusque au village, la ville voisine, puis que les enfants qui jouent au parc, sont exposés? Ou ça va être vraiment plus des cas, d'utilisateurs, des gens qui travaillent dans les champs, qui utilisent le produit? Merci bien. Bon, généralement, l'utilisation des pesticides entraîne une triple contamination. Trois contaminations. L'utilisation des pesticides, si c'est à côté des points d'eau, vont entraîner une contamination de l'eau. L'utilisation des pesticides va entraîner également la contamination de l'air parce qu'il y a des particules de molécules qui se retrouveront dans l'air. Ensuite aussi, l'utilisation des pesticides va entraîner, si elle n'est pas bien réglementée, la contamination des denrées alimentaires. Parce que nous avons ce qu'on appelle la limite maximale de résidus qu'on doit retrouver au niveau des denrées alimentaires. Avec la question que vous venez de poser, cela veut dire que lorsque nous avons une utilisation des pesticides qui n'est pas assez réglementée, ça y va comme une traînée de poudre. Ça ne veut pas dire forcément que c'est là où le pesticide est utilisé, que c'est rien que cet environnement qui sera plus impacté. Avec l'origine aérienne, l'origine aquatique, il va de soi que nous pouvons avoir un drainage des pesticides à des centaines, voire même des milliers de kilomètres de là où l'utilisation a été faite. Parlons maintenant des déchets, c'est-à-dire les emballages et les bouteilles issues des pesticides. Après utilisation des produits chimiques, les déchets d'emballage sont souvent enterrés dans des fosses creusées, dans les jardins de production maraîchère, à dépôt à proximité des champs. Cette situation cause d'énormes risques environnementaux, notamment la contamination des eaux. Environ 77% des utilisateurs que nous avons essayé de rencontrer dans la littérature reconnaissent que les pesticides ont des effets néfastes sur l'environnement, ont des effets néfastes sur l'environnement, pouvant se traduire par la pollution de l'environnement et de l'eau, malgré le bon rendement agricole obtenu grâce à ces produits. Cependant, ils ne sont pas capables de dire de quel effet néfaste il s'agit.
Donc, il faut forcément qu'on tire la sonnette d'alarme et il faut aussi impérativement une prise de conscience pour une bonne gestion de ces déchets afin d'éviter au maximum certaines autres contaminations qui peuvent sans doute aboutir à des contaminations croisées. C'est comme je le disais, l'utilisation des pesticides, comme je l'avais mentionné plus haut, si elle n'est pas respectée, ou encore à travers les bonnes pratiques agricoles, nous pouvons aboutir à ce qu'on appelle des contaminations croisées. À ce niveau, je ne sais pas si les copanélistes ont autre chose à ajouter. Mais je pense que Passons, ah, j'allais seulement ajouter que ça met vraiment en évidence à quel point c'est important de sensibiliser les utilisateurs. Mais j'ai pas l'impression que c'est les vendeurs puis les entreprises qui vont les sensibiliser aux impacts que ça peut avoir sur l'environnement puis sur leur santé. effectivement, j'abonde à votre point de vue. De nos jours, c'est mieux peut-être d'avoir au moins un certain niveau d'études qui permettent au moins aux agriculteurs de pouvoir lire les notices pour suivre, même si ce n'est pas à la lettre, les mesures d'application qui sont édictées sur la notice. Je me dis qu'à travers aussi ce procédé, nous pouvons essayer de minimiser ces impacts sur la santé. Mhm. Nous passons en revue les effets néfastes de l'utilisation des pesticides. Les dangers de l'utilisation des pesticides en agriculture et dans la culture maraîchère. Les inquiétudes inhérentes à l'utilisation des pesticides dans le maraîchage et dans l'agriculture sont fondées, et ceci à 3 niveaux. Ces pratiques paysannes de lutte chimique présentent cependant de réels dangers. Primo, nous avons la toxicité pour les producteurs liée à l'exposition durant les phases de préparation et d'application de la bouillie phytosanitaire. Secondo, nous avons la toxicité pour le consommateur liée à la présence de résidus toxiques. Donc, comme je le disais plus haut, nous avons la limite maximale de résidus qui doivent se retrouver dans les spéculations. Si cette limite maximale est élevée, il va de soi que la santé va prendre un coup. Et tertio, la pollution de l'environnement et la toxicité pour les organismes nocifs. Vous voyez, nocifs. C'est-à-dire que en utilisant les pesticides dans le monde agricole ou dans le monde des maraîchers, indirectement, ces pesticides peuvent toucher d'autres organismes se trouvant dans l'environnement. Donc, à ce niveau, nous avons 5 grandes familles du monde animal. Nous avons la famille des hétérothermes, qui sont des animaux qui, en fonction de la température du milieu dans lequel ils se trouvent, ils font varier leur température interne. Nous avons les amphibiens et les poissons qui sont classés dans, dans cette catégorie des hétérothermes. Ensuite, nous avons les hémothermes, constitués des oiseaux, des mammifères et des reptiles qui ont une température interne de leur corps constante. Donc, cela veut dire que lorsque les pesticides ou encore les molécules de pesticides se retrouvent dans l'environnement, il va de soi que ces différentes familles des animaux dont nous venons de citer soient exposées, y compris l'être humain.
Et directement, cela nous permet de faire une transition vers les arthropodes, en l'occurrence les abeilles, qui se retrouvent au sein de l'environnement. Donc, par définition, les abeilles sont des insectes invertébrés, c'est-à-dire qui ont leur colonne vertébrale ventrale, c'est-à-dire aussi que c'est des animaux peu évolués avec une absence de squelette interne. Aussi, qui parle d'arthropodes fait allusion aussi à des pattes articulées sur le corps et la présence d'un squelette externe chitineux. Les arthropodes sont également appelés des athénates, c'est-à-dire nous avons la présence d'antennes, au minimum une paire d'antennes. Les antennes sont importantes pour la détection des phéromones sexuels pour la reproduction et les odeurs des plantes pour le bitumage du nectar. Les abeilles sont aussi appelées des trachéates, c'est-à-dire qu'ils respirent par un système trachéen. Ce sont aussi des hexapodes. Nous avons la présence de 6 pattes, c'est-à-dire 3 paires. Les abeilles ont un corps segmenté avec une subdivision en parties distinctes formant des ensembles ou stades, à savoir la tête, le thorax et l'abdomen. Nous avons aussi chez les abeilles la présence de 2 paires d'ailes. Les insectes sont les rares invertébrés à posséder des ailes. Le corps est subdivisé en 3 parties morphologiquement essentielles: la tête, le thorax et l'abdomen. Le tégument, à leur niveau, le tégument est égal à l'exosquelette. Entre autres, les rôles du tégument et de l'exosquelette, nous avons l'armature de soutien, une carapace protégeant contre les chocs, barrière entre le milieu intérieur de l'insecte et le milieu extérieur environnant, réduit les pertes d'eau et la pénétration des agents pathogènes. Nous avons aussi la source de formation des structures sensorielles, les yeux, organes olfactifs et tactiles. Nous avons également les éléments de répulsion ou de camouflage vis-à-vis des prédateurs, à savoir la coloration qui est très variable. Pour terminer cette définition des insectes, nous avons à peu près les insectes amétaboles, c'est-à-dire les insectes qui ne font pas de métamorphose, les insectes hétérométaboles, ça veut dire des insectes qui ont une métamorphose incomplète, et des insectes holométaboles, c'est-à-dire des insectes qui ont une métamorphose complète. Je ne sais pas si à ce niveau, les copanélistes ont quelque chose à ajouter. Ben, pas sur ce que tu viens de dire, c'était très intéressant. Par contre, je vois que le temps file quand même assez vite avec tout ce qu'on dit. Je sais pas si dans votre planification, vous voulez peut-être aller dans une partie peut-être un peu plus loin ou plus je sais pas, en tout cas, dans le fond, on essaie toujours de viser à peu près 1 heure pour nos épisodes, puis on a déjà 35 minutes de fait. Donc, je fais juste le mentionner pour votre planification. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. C'est noté. Sinon, après tout ce que je viens de citer concernant les insectes, nous avons la physiologie des arthropodes, c'est-à-dire les insectes qui sont phytophages, les insectes qui se nourrissent des parasites ou encore des insectes omnivores. À ce niveau aussi, comme toutes les espèces, nous avons ce qu'on appelle les mécanismes de résistance face aux insecticides. Les insecticides sont utilisés pour tuer les insectes. Donc, il va de soi que ces insectes ont des systèmes de défense afin de contrecarrer l'effet de ces insecticides
pour pouvoir survivre. C'est goodies, j'aime ça. Les choses qui ont attiré mon regard, là, il y a ça ici. Là. Moi, j'en Je me dis que bon, à ce niveau, voici ce que je pouvais dire concernant celui-là, Nix. ce petit aspect sur J'ai hâte de le tester. les différentes Il y a des vernis. utilisations des pesticides, en passant aussi par Je sais pas si vous avez certaines anatomies, physiologies des abeilles. Je pense que sans trop tarder, je vais passer la parole à Il y a aussi d'autres vernis. Marie-Caroline Ici, pour vous faire part certaines autres notions sur le monde des abeilles. Merci bien. Oui, donc merci énormément, Zavado, pour cette belle introduction sur les pesticides ainsi que les abeilles. Alors, moi, de mon côté, je vais vous parler des rôles que les abeilles ont dans notre environnement, que ce soit des rôles positifs ou bien des rôles négatifs. Donc, si on commence avec les rôles positifs, alors, les abeilles sont des insectes qui sont très importants pour la pollinisation des plantes. Donc, on peut même dire que les abeilles sont les principaux pollinisateurs des plantes. Alors, lorsqu'on parle de pollinisation chez les plantes, on parle du transport du pollen des organes de reproduction mâle vers les organes de reproduction femelle par un insecte. Donc, dans ce cas-ci, ce serait par les abeilles. Et dans le fond, la pollinisation est un élément qui est clé, en fait, dans le rendement des cultures, puisque ça permet l'amélioration de la qualité des produits cultivés, une augmentation de la quantité aussi. Donc, quand on parle des produits cultivés, on peut penser à des fruits, des noix, des huiles. Mais aussi, la pollinisation va jouer d'autres rôles au niveau de nos écosystèmes. Donc, on peut notamment penser à une augmentation de la biodiversité, une augmentation de la production de nourriture aussi. Donc, ça, c'était un premier rôle qui est quand même assez important, qui est joué par les abeilles. Sinon, ces insectes vont aussi jouer un rôle, en fait, elles vont amener un très bon support nutritionnel, que ce soit pour nous les humains ou pour d'autres animaux, notamment puisque les abeilles produisent des substances qui ont des bienfaits sur la santé humaine. Donc, on peut penser à la cire, le miel, le venin, ou même aussi le propolis, puisque le propolis, en fait, c'est un agent antimicrobien que les abeilles utilisent sur leurs ruches. Et c'est aussi ce qu'on peut retrouver parfois à la base de certains médicaments. Et sinon, concernant les autres produits que j'ai mentionnés un petit peu plus tôt, ça va aussi être impliqué dans notre nourriture, si on pense notamment au miel. Donc ça, c'était pour les rôles positifs. Maintenant, si on s'attaque aux rôles négatifs, alors parfois, les abeilles vont être impliquées dans la transmission de maladies chez les plantes. Donc, notamment quand je parlais de pollinisation, donc les abeilles vont butiner une fleur, puis ensuite vont se rendre à une autre fleur. Mais parfois, ça se peut qu'il y ait des micro-organismes qu'elles vont transporter en même temps de se déplacer, dans le fond, d'une plante à l'autre. Et donc, ça peut causer certaines maladies pour les végétaux. Et aussi, je crois que vous avez certainement entendu parler de certaines personnes qui sont parfois allergiques aux piqûres d'abeilles. Alors, pour les personnes qui ont une sensibilité allergique à ces insectes, c'est sûr que ça peut amener des effets assez néfastes, voire malheureusement la mort dans les cas les plus sévères. Puis aussi, donc, pour les personnes allergiques, ça peut amener des effets néfastes, mais aussi une personne qui n'est pas nécessairement allergique, mais qui se fait piquer à répétition, donc qui se fait piquer plusieurs fois par une abeille, par des abeilles dans un court laps de temps. Ça aussi, ça peut être sévère sur la santé des humains. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que les abeilles, elles piquent uniquement quand elles doivent défendre leur nid ou leur route aérienne.
Donc, c'est vraiment lorsqu'elles vont sentir que ces deux éléments sont en danger qu'elles vont piquer. Donc, en temps normal, elles ne piquent pas sans bonne raison, si je peux dire. Donc, Mais donc, au niveau... le Oui. venin se retrouve dans les rôles positifs et les rôles négatifs? Oui, c'est quand même assez intéressant. Donc, je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails, mais de ce que j'ai vu vite, vite dans mes recherches, c'est que pour certaines personnes, le venin, ça va amener des bienfaits, je pense, au niveau de l'inflammation. Mais j'avoue que je préfère pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, étant donné que j'ai pas poussé mes recherches plus loin que ça. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que la même substance peut avoir des effets positifs et négatifs. J'ai juste une petite chose à ajouter, c'est que je recommande à tout le monde de regarder le film Bee Movie. Je sais pas si vous avez déjà regardé, mais ça montre que si les abeilles n'existaient pas, qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Et c'est là où on comprend l'importance des abeilles dans le monde, c'est qu'il y avait plus de fleurs, il y avait plus de miel, il y avait plus de c'est comme les abeilles sont vraiment très, très importantes dans nos écosystèmes, dans la planète et voilà, donc je recommande de regarder le film Bee Movie pour comprendre l'importance des abeilles et leur rôle positif. C'est parfait. Je vais ajouter quelque chose que mes copanélistes sur le rôle positif des abeilles, à savoir les recyclage de la matière organique dans les sols, la régulation des équilibres biologiques et surtout les rôles dans l'épuration de l'écosystème. Voici à peu près ce que je voulais donner comme apport. Parfait. Alors, merci pour tous ces ajouts. Donc maintenant, on a vu les pesticides, on a vu les abeilles. Donc, la question qui se pose maintenant, si on retourne au titre de notre épisode, donc, on aimerait savoir quels sont les effets des pesticides sur les abeilles. Donc, il y a plusieurs études qui ont démontré que les pesticides sont impliqués dans l'accroissement de la mortalité des colonies d'abeilles. Donc, on a parlé plutôt des néonicotinoïdes. Donc, il s'agit d'un pesticide qui est un des pesticides les plus étudiés, si je peux dire, étant donné que celui-ci vient affecter le système nerveux des abeilles et il va provoquer la paralysie et éventuellement la mort de ces abeilles-là. Donc, il y a trois catégories de néonicotinoïdes. On peut penser à l'imidaclopride, la thiaméthoxam et la clothianidinine. Donc, tous des noms très compliqués. Mais dans le fond, ce sont différentes catégories de nicotinoïdes. Et dans le fond, c'est assez simple comment les abeilles sont exposées aux pesticides, vu que ce sont des substances qu'on asperge, si je peux dire, sur les différentes cultures. Nécessairement, il y a des résidus qui restent sur les produits. Puis les abeilles, lorsqu'elles viennent butiner, elles sont donc exposées aux pesticides. Il y a d'autres types de pesticides, tels que l'acétamipride et aussi un pesticide dont je n'ai pas trouvé la traduction en français, malheureusement, mais qui se nomme l'ergosterol inhibiting fungicide. Donc, ce sont deux autres pesticides qui affectent la pollinisation, étant donné que, justement, lorsque les abeilles viennent butiner, elles sont exposées, puis ça affecte, on a parlé plutôt du système nerveux, mais ces pesticides-ci aussi vont affecter le système immunitaire des abeilles. Donc, on parle d'une immunodéficience, donc d'une perte de fonction du système immunitaire ou bien une baisse de la fonction du système immunitaire. Et on va aussi parfois observer des changements comportementaux. Donc, on peut penser au fait que parfois, après avoir été exposé à des pesticides, on peut voir que les abeilles vont parfois avoir de la difficulté à retourner dans leur colonie
Donc, nécessairement, elles ne peuvent pas ramener les nutriments qu'elles étaient venues chercher. Puis, dans le fond, ça peut être expliqué par le fait qu'il semblerait que les abeilles vont être un peu désorientées après une exposition aux pesticides, ou sinon, certaines vont avoir de la difficulté à voler pour pour retourner à la colonie. Alors, Caroline, Oui. tu as parlé du fait qu'il y a les pesticides qui affectent le système immunitaire des abeilles. Puis un peu plus tôt, tu avais aussi mentionné qu'un des rôles négatifs dans l'écosystème de l'abeille, c'est qu'elle peut transmettre des maladies. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les trois, mais est-ce qu'on n'a pas une petite cause à effet dans le sens que ben on ajoute des pesticides qui diminuent leur système immunitaire, puis après on leur reproche de transmettre des maladies. Mais est-ce qu'ils sont pas sensibles à certaines maladies parce qu'on a affecté leur système immunitaire? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un lien? Certainement, j'avais pas fait ce lien-là, mais oui, effectivement, ça peut être peut-être une exposition aux pesticides pourrait peut-être même augmenter le nombre de maladies ou le nombre de cas dans lesquels les abeilles transmettent des maladies aux plantes. Donc, j'y avais pas pensé, mais je pense que ce serait intéressant de peut-être faire un peu plus de recherche là-dessus, voir s'il n'y aurait pas déjà des scientifiques qui se sont intéressés à ça. Donc, sinon, un autre aspect qui peut venir jouer sur la sensibilité des abeilles aux pesticides, c'est le fait qu'il y a certaines abeilles qui ont un nombre limité d'enzymes de détoxification, pardon. Donc ici, lorsqu'on parle d'enzymes de détoxification, on parle de molécules qui sont impliquées pour, dans le fond, détoxifier ou dégrader les molécules qui sont toxiques auxquelles l'abeille peut être exposée. Donc, il y a certaines abeilles qui auraient un nombre limité, donc nécessairement, lorsqu'elles sont exposées à des pesticides, elles sont moins capables de se défendre que d'autres abeilles face à ces molécules. Et voilà. Et puis, finalement, un effet qu'on peut observer qui est assez simple, en fait, donc je pense que j'en ai parlé rapidement un petit peu plus tôt, mais nécessairement, lorsque les abeilles vont butiner les cultures qui ont été exposées à des pesticides, parfois, en même temps de ramener le pollen ou les nutriments qu'elles sont venues chercher, elles vont ramener les résidus de pesticides dans leur colonie, qui va nécessairement affaiblir les autres abeilles de la colonie et parfois causer la mort de l'entièreté de la colonie, malheureusement. Donc, ça faisait pas mal le tour pour les effets des pesticides sur les abeilles. Donc, je pense que je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si je sais qu'il y a des questions qui ont déjà été posées. Ben, j'essaie de me mettre dans de mettre le chapeau du qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien. Je pense que, tu sais, n'étant pas maraîcher ou agricole, nous, on peut pas prendre la décision pour eux d'arrêter d'utiliser les pesticides. Mais il y aurait peut-être l'option de choisir des aliments bio qui, eux, de façon indirecte, protègent les abeilles en utilisant moins de pas de pesticides. Est-ce que ce serait un peu la façon pour nous de protéger les abeilles? Pour nous, oui, de notre côté, je crois que je pense que c'est comment je pourrais dire, l'option la plus faisable et la plus facile pour nous de notre côté, plutôt que d'aller, je dirais, peut-être se confronter les agriculteurs qui utilisent ces produits-là. C'est sûr aussi que si jamais il y a un laboratoire qui s'intéresse aux pesticides, peut-être de proposer d'autres alternatives de molécules qui pourraient être moins nocives que les pesticides typiques qu'on utilise. Mais pour nous, les consommateurs, je pense que principalement l'utilisation de produits bio, ce serait peut-être notre façon la plus simple de protéger les abeilles, effectivement. Mhm. J'ai juste une question, en fait. Je ne sais pas s'il nous reste du temps ou bien, je sais pas par rapport au temps, est-ce qu'il reste beaucoup de points à aborder ou
Mais je peux prendre ta question, il n'y a pas de problème. OK, j'ai juste une question, c'est que j'ai jamais fait de recherche là-dessus, mais quand on entend un produit bio, est-ce que ça veut dire un produit qu'on n'a jamais utilisé de pesticides pour produire ce ce produit-là? Ou bien on utilise des pesticides qui sont moins dangereux? C'est comme on se pose toujours la question, est-ce que les produits bio sont vraiment bio, qui sont dans le marché? Est-ce que c'est vraiment bio ou bien c'est juste qu'on utilise d'autres substances et d'autres pesticides qui sont moins dangereux que, ceux qui sont plus dangereux? C'est juste une petite question, Non, c'est très pertinent comme question. Je suis pas une spécialiste des produits bio, moi non plus, mais de ce que j'ai pu comprendre par les membres de mon entourage qui utilisent des produits bio, c'est que, par exemple, donc oui, normalement, ce sont des produits qui ont été produits. Donc, c'est des produits qu'on a récoltés euh, sans l'utilisation de molécules chimiques ou d'OGM. Le OGM, je pense que ça signifie des organismes génétiquement modifiés. Donc, je pense que c'est, lorsqu'on cultive des produits bio, c'est vraiment d'essayer d'éviter de rajouter tout autre produit chimique dont on sait qu'ils sont mauvais pour la santé de l'humain ou même des animaux aux alentours. On peut penser notamment aux œufs bio. Les œufs bio, parfois, c'est des œufs qui ont été récoltés chez les animaux auxquels on n'a pas nourri des engrais ou on n'a pas nourri, qui n'ont pas été nourris excessivement avec des hormones. des hormones, excusez. Euh, donc, c'est vraiment quand on essaye de cultiver l'aliment en, en évitant d'utiliser tout ce qui est toutes les molécules extérieures, des molécules chimiques pour, euh, pour soit augmenter la production ou parfois améliorer la qualité, mais ce sont des produits qui peuvent être des perturbateurs endocriniens ou juste mauvais pour la santé de l'humain ou de l'animal en général. Je ne suis pas une experte, mais à ma compréhension, je pense que c'est Oui, ce oui, que oui, je comprends. Oui, je vais faire aussi des recherches là-dessus, c'est une question qui me vient souvent. OK, merci. ça fait plaisir. Alors, donc je vois qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais juste passer rapidement sur les deux derniers points qui nous restent. Voilà. Donc, c'est deux petits points, donc ça va. Euh, alors, donc, on a parlé de la plupart du temps, les pesticides sont assez nocifs et parfois même mortels pour les abeilles. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer si on perd nos abeilles? Et effectivement, on a observé qu'il y avait un déclin, ou on peut même dire une extinction de nos abeilles. Donc, un syndrome qui a été observé, c'est le syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. Et dans le fond, ça se décrit comme étant la disparition d'abeilles à l'âge adulte, ou si on observe aussi des abeilles qui abandonnent leur nourriture ou leur colonie. Mais tout ça, ce sont des phénomènes qui sont observés sans la présence d'abeilles mortes à proximité. Donc, on voit une diminution du nombre d'abeilles, mais on ne retrouve pas les abeilles mortes à proximité. Et c'est un déclin qui est causé notamment par les pesticides utilisés, mais il y a aussi d'autres causes, d'autres sources à ce déclin-là. Donc, on peut penser aux micro-organismes, donc les parasites, les virus, les champignons, les bactéries qui peuvent être en cause sur les abeilles. Aussi la dégradation des habitats, malheureusement, lorsqu'on parle d'urbanisation, de déforestation, c'est sûr qu'on vient s'attaquer aux habitats des abeilles. Donc, parfois, il y en a qui ne sont pas en mesure de survivre à ces changements-là. Et on peut aussi parler du réchauffement climatique aussi qui peut avoir un effet sur la survie des abeilles. Et puis nécessairement, comme le rôle principal des abeilles, c'est la pollinisation. Donc, sans elles, on va avoir une baisse de la pollinisation et une baisse globale du rendement des cultures.
puisque la pollinisation joue un très grand rôle dans les cultures, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Donc finalement, si on peut parler des politiques qui ont été mises en place pour protéger les abeilles, car l'effet des pesticides sur les abeilles, c'est quand même un sujet qui est quand même assez étudié et connu. Donc, il y a eu quelques réglementations qui ont été mises au point. D'abord, au Canada, je parlais du Canada étant donné que c'est où est-ce que je suis située moi. Mais en 2012, donc Santé Canada a commencé à recevoir des rapports concernant les incidents aux abeilles. Puis en 2014, Santé Canada a décidé d'imposer certaines restrictions sur la manière de protéger les pollinisateurs qui sont exposés aux néonicotinoïdes, justement suite à l'arrivée des données qui expliquaient les effets des des pesticides, pardon, sur le système nerveux des abeilles. Puis finalement, au final, en 2019, encore une fois, Santé Canada a cette fois-ci révoqué l'utilisation des néonicotinoïdes sur les cultures qui attirent les abeilles. Donc, c'est toutes des mesures qui ont été mises en place pour essayer de protéger ces insectes. Aussi, si on s'en va un peu en Europe, donc en Europe, l'Union européenne a réglementé en 2013 l'utilisation d'insecticides et principalement, encore une fois, le néonicotinoïde. Donc, on peut voir que c'est vraiment un pesticide qui a été très utilisé et pour lequel on voit qu'il y a eu beaucoup d'effets sur les abeilles au point que ça sonne une alerte au niveau des gouvernements. Donc, de mon côté, ça faisait pas mal le tour. Donc, je ne sais pas si on a des dernières questions ou derniers commentaires à rajouter avant de conclure le podcast. Oui, moi j'ai deux choses à rajouter. Premièrement, je pense que ça peut arriver, même en région urbaine, de tomber sur ce qui nous semble être un nid d'abeilles, par exemple, caché en dessous d'une table de patio ou dans un coin du patio de la piscine. Bref, souvent, c'est des abeilles qui sont un peu perdues, qui se sont déplacées. Ils ne se sont pas nécessairement installés là, ils sont juste en attente de trouver une nouvelle ruche. Puis bon, le réflexe, c'est de se dire: «Ah, je veux pas que ça pique mes enfants, je veux pas que ça pique mon chien», puis de les asperger. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est appeler un agriculteur ou un apiculteur, je devrais dire, local. Et eux, ils vont venir les chercher avec plaisir parce qu'ils vont pouvoir les relocaliser dans une ruche, puis ça va permettre à la colonie d'abeilles de survivre. Donc, je sais que c'est facile d'aller chercher un spray à la quincaillerie pour asperger les abeilles, mais l'idéal, ce serait vraiment plutôt de les sauver en appelant un apiculteur. Et une autre chose qui est plutôt trending en ce moment, vous l'avez peut-être vu un peu sur Internet, sur les réseaux, c'est le no mow May, donc qui se traduirait ne pas tondre en mai, donc qui est de diminuer en fait la fréquence de la tonte de nos pelouses et de nos espaces verts au mois de mai, parce que c'est le mois justement où il y a beaucoup de fleurs qui vont commencer à surgir, donc les abeilles, il faut qu'ils reprennent leur rythme après l'hiver. Et ben, ça leur permet de se nourrir puis de repartir pour l'été. Donc, on les aide un peu en faisant ça aussi. Voilà. C'est parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'autres questions, donc on vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présentes lors de notre podcast. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris autant que nous au niveau des abeilles et des pesticides. Et c'est ce qui conclut cet épisode du podcast Disrupted. Donc, on vous remercie et puis on se voit au prochain épisode. Merci! Merci beaucoup. Bye bye.